pour la Belgique. C'est Philippe Levaux qui va vous dire lui-même pourquoi il est avec nous. J'ai lu il y a un peu plus de 4 ans. J'ai connu Raël à travers le livre qui dit la vérité. J'ai fondé le mouvement raélien belge et j'ai d'ailleurs aussi fondé le mouvement raélien israélien quelques années plus tard. Is comme island, c'est la terre. Raël, celui qui apporte la lumière. C'est la terre de celui qui apporte la lumière. Moïse est né à la cour de Pharaon et il est le fruit de l'union d'un extraterrestre et d'une fille de Pharaon. Quand je suis arrivé, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens aussi classiques que moi. J'ai compris que ma famille était juive, etc. Mais bon, Et c'est vrai, quand on voit la série, moi quand je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce fameux sketch des Inconnus que beaucoup ont vu là, sur les sectes, où à un moment donné on voit Didier Bourdon dire je suis issu d'un milieu catholique Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Raéliens de Netflix, cette série qui a été initiée pour connaître un peu l'envers du décor de la série Netflix et puis surtout pour entendre la parole et puis entendre le témoignage des Raéliens que vous avez vus dans cette série. Aujourd'hui on accueille Philippe Levaux. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc on te voit sur 2-3 épisodes de manière assez également un fil rouge dans cette série. Comment s'est passé le tournage de cette série d'ailleurs? Ça a duré longtemps parce qu'on te voit quelques minutes, mais on imagine qu'il y a des heures d'enregistrement derrière. Oui, ils sont venus dans mon bureau sur lequel j'avais pu mettre sur un grand mur un grand planisphère. C'était magnifique parce que ça évoquait la mission que nous partageons avec Raël. Et ils ont enregistré pendant 7h30. D'accord. Et dans mon bureau, il y avait 7 à 8 personnes et en tout, l'équipe était d'une douzaine de personnes. Bon. Et je pense que s'il y a 7 minutes sur Netflix, c'est beaucoup. Bon, en tout cas, c'est une production qui était assez conséquente, quoi. Les images sont absolument magnifiques. Ils ont aussi très bien traité les documents que nous leur avons envoyés, nombreux. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'ils ont raccourci certains témoignages, à peu près tous les témoignages, pour faire place aux images. D'accord, ok. Entre autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images. Alors toi, Philippe, toi, tu es arrivé dans le mouvement en quelle année? Je suis arrivé en 76. 76. Ça fait là 48 ans cette année. J'ai eu le premier message en février 76. J'ai lu le deuxième message en juin. Et je me souviens très bien avoir écrit le 21 juin à Raël. C'était le début de l'été. D'accord. Et je me suis dit, est-ce qu'il va me répondre? Parce que j'avais compris que les messages étaient absolument extraordinaires. Alors quand tu parles des messages, c'est les ouvrages qu'a écrit Raël, il y a plusieurs livres. C'est le livre qui dit la vérité. Ça, c'est le premier. Oui, et souvent, ce qu'on ne remarque pas, c'est que les deux livres, le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète, s'appellent tous les deux le livre qui dit la vérité. Quand on feuillette les pages, c'est mis toujours au-dessus. En fait, c'est un ensemble. D'accord. Le premier, c'est le pourquoi, et le deuxième, c'est le comment. Comment être un Raélien après avoir compris pourquoi on peut comprendre et qu'on est dans l'époque de l'ère scientifique où tout est explicable, ce qui est l'ère de l'Apocalypse, l'ère de la révélation. Alors ça c'est intéressant parce qu'on va t'entendre, surtout j'aimerais beaucoup t'interroger là-dessus, sur cette notion de démystification des mots, démystification des symboles et comme tu dis le pourquoi. Mais dans la série on te voit, ce qui est intéressant, il y a une espèce de morphing, on te voit aujourd'hui, 2024, et ouf, il y a un transfert avec ton visage, tu te rappelles de cette séquence où tu étais au tout début, parce que il me semble, je ne sais plus si la série le dit, il me semble que tu t'occupais du mouvement raélien en Belgique au début, c'est ça? Oui, j'ai fondé le mouvement raélien belge. Tu as fondé le mouvement raélien belge, ok. Oui, et j'ai d'ailleurs aussi fondé le mouvement raélien israélien quelques années plus tard, mais on pourra en parler tout à l'heure. Ok, d'accord, on en parlera. Ouais. Et pour trouver, il fallait au moins deux dans une association
de type 1901, comme on dit en France. C'était les lois de 1901, en fait. En Belgique, on dit une ASBL, Association sans but lucratif. Et il a fallu attendre qu'il y en ait d'autres pour qu'on puisse le faire. Donc, je suis devenu raélien en 76. En août 76, j'ai fait ma transmission de plan cellulaire, qui est cette opération par laquelle on envoie notre longueur d'onde sur un ordinateur très puissant sur une planète où il y a des êtres comme nous, qui sont des êtres humains, et qu'on peut comprendre aujourd'hui que ceux qui sont appelés Elohim dans la Bible, qui veut dire en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel, là je refais un peu Netflix. Ouais, tu fais, c'est ça. Et c'est le Dieu d'Ancien. Oui, et nous on est là. Et donc je me suis rendu en Belgique, j'étais très content. Et je me rappelle la première interview que j'ai faite, je l'ai faite avec le journal qui s'appelait l'équivalent de l'Humanité. C'était un journal de l'extrême gauche. D'accord. Et j'ai été très surpris de voir que toute ma famille lisait ce journal de l'extrême gauche parce que j'avais fait la première page et ils l'avaient tous lu. D'accord. Et donc c'est comme ça que ma famille, qui était une famille très classique, comme je le dis dans Netflix, a appris que j'étais raélien, et ils n'ont pas pu faire autrement que de constater que ma décision était prise de dire ce que je savais et ce que j'avais compris. D'accord, ok. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que dans la série, tu le dis là, que tu es issu d'un milieu classique, tout ça, et quand on le voit, parce que c'est que tu es quelqu'un, tu as une éloquence très belle, c'est agréable de t'entendre parler. Et c'est vrai que quand on voit la série, moi quand je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce fameux sketch des Inconnus que beaucoup ont vu là, sur les sectes, où à un moment donné on voit Didier Bourdon dire en fait je suis issu d'un milieu catholique, et quand j'ai appris que Jésus était juif, ça m'a totalement déboussolé et je revois la pensée, et du coup ça m'a fait penser, ça m'a fait un peu à ça, parce qu'en fait c'est une remise en question totale quoi, des croyances. Oui, mais cette plaisanterie de Didier Bourdon, elle est assez vraie. Les catholiques, ils sont invraisemblables. C'est-à-dire qu'ils ignorent, ils effacent l'œuvre des Juifs. Moi, j'ai un frère qui me respecte, qui a 4 ans de moins que moi, et qui a été regarder sur Google certaines significations hébreux du nom de famille de mon grand-père maternel. Il me dit non, il n'y a rien. Mais oui, il n'y a rien. Bien sûr qu'on a effacé tout. Par exemple, aujourd'hui, si vous dites, tiens, c'est quoi la réforme? Vous tapez la réforme, c'est donc quand les catholiques ont été obligés de changer, parce qu'ils avaient raconté tellement de bêtises que ça ne pouvait pas durer. Mais ils ont tout effacé. Il n'y a presque rien. C'est-à-dire que comme ils tenaient tout, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Donc, ils sont plus pour la liberté d'expression, ce qui me fait un peu rire, même beaucoup. Ils sont beaucoup pour la liberté d'expression, eux qui étaient rigoureusement contre quand ils avaient tous les pouvoirs. C'est pour ça que je disais classique, parce que classique, ça veut dire aussi des choses où les gens n'ont pas réfléchi, ne veulent surtout pas réfléchir, ne veulent surtout pas savoir ce qui nous révoltait, nous, les jeunes. Bien sûr. On trouvait ça insupportable, puisqu'on avait des atouts dans nos mains, et puis on allait ne pas les utiliser, c'était insupportable. Et toi, du coup, avec ce bagage, en fait, cet héritage, t'as rejoint le mouvement raélien, en fait, t'avais quel âge? T'avais 25 ans. 25 ans. D'accord, quoi. Et c'était Ouais. quoi l'état d'esprit à l'époque, alors, dans les années, c'était les années 70, alors, les années 76, quoi. C'est 76. C'était un petit groupe d'êtres humains réunis autour de Raël, alors qu'on appelle le prophète. Est-ce que tu peux démystifier tout ça, quoi, hein, le prophète? Quand on lit les livres, je le dis, je ne sais pas si ça apparaît dans Netflix, mais on comprend les livres. Hein. On n'est pas en train de croire. Bien que des années après, j'ai trouvé l'étymologie de croire, ce qui n'est pas facile à trouver, c'est agiter des idées ensemble. D'accord. Et donc, quand on croit quelque chose, généralement, on a quand même réfléchi. On agite des idées ensemble. On agite des idées ensemble. Et quand on est dans l'époque actuelle, on agite des idées ensemble, compréhensibles scientifiquement. Et là, tout d'un coup, ça se dégage. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais presque une déception. C'était tellement simple, on m'avait raconté tellement de mystification, que tout d'un coup, on redescend, on dit c'est des hommes comme nous. Puis nous, quand on sait qui on est, on se dit, waouh, ok, d'accord, ils sont beaucoup plus développés que nous, mais quand même. Donc, le Dieu immatériel. Et puis après, les années passant, on comprend que les développements scientifiques, qu'ils maîtrisent extraordinairement bien, puisqu'ils ont créé un homme à leur image, à leur ressemblance, c'est-à-dire nous, grâce à la maîtrise de l'acide désoxyribonucléique. Donc, nous sommes tout à fait capables, et là, l'enthousiasme remonte, et il a une toute autre base.
C'est-à-dire qu'on est porté par la connaissance, par l'expérience, par le vécu. Je me souviens quand j'ai lu dans le deuxième livre, Les extraterrestres mondiaux sur nos planètes, les clés, le chapitre des clés. Alors pour les personnes qui nous écoutent, hein, ce que tu appelles les clés, c'est toute cette partie des ouvrages de Raël qui sont, entre guillemets, les piliers de la philosophie raélienne, où il vient traiter enfin, tout ce qui touche l'individu, ce qui touche la société, et puis le projet de vie, en fait, le projet de vie en société, et puis le projet d'épanouissement personnel. Je lis, et je me dis ça ne me concerne pas. Bon, ça, ça veut dire qu'on n'a pas, que j'avais rien compris, quoi. Puis ça peut-être un peu et tout. Et j'étais concerné, évidemment, par tout. Et donc, j'ai été totalement bouleversé et très heureux d'être bouleversé. D'accord. Mais ce n'était pas simple, hein, parce qu'il fallait toutes les strates. Je me souviens, ma mère, un jour, m'avait dit, tu sais, parce que ma mère avait des éclairs de génie comme ça. Mon père aussi, mais ma mère, c'était moins visible. Et avec les années, je me suis rendu compte qu'elle portait certaines choses qui étaient assez exceptionnelles. Elle dit, tu sais, il y a l'image d'un mur circulaire et ouvert sur le ciel. Et à l'intérieur, il y a des gens, et c'est les catholiques. Et ils disent, il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, il n'y a que le ciel des catholiques. Et ils sont enfermés derrière ce mur. D'accord. Et ça, c'est un enseignement de ma mère. Bon. Donc, en même temps, il y avait des grandes ouvertures. D'accord, ok. Bon, en tout cas, tu rejoins le mouvement dans les années 76, et reparle-nous de cette notion-là de démystification du mot prophète, quoi. C'est un mot qu'on entend souvent, quoi, prophète. Quoi. Ah, prophète, c'est celui qui révèle. Mais c'est important de dire ça à ceux qui nous écoutent, parce que trop souvent, c'est très souvent, pas trop, très souvent, c'est mis en avant. Et le mouvement, la philosophie raélienne se targue de démystifier les choses, de démystifier les religions également, de leur donner leur sens propre. Oui, alors, grâce au fait que je suis devenu raélien, je me suis mis à étudier d'autres religions, mais avec l'œil de la science et l'œil de la démystification que nous a communiqué Raël, non seulement dans les messages, mais dans l'enseignement. D'accord. Et c'était extraordinaire. Par exemple, il y a un auteur que je suis allé voir en conférence, c'était le traducteur de la Bible, son nom va me revenir dans un instant, et André Chouraki. D'accord. Et je lui ai envoyé les livres au 8 Aïn Rorel à Jérusalem. Et lui n'a jamais cessé, après ça, de dire qu'il y avait un immense danger nucléaire qui menaçait l'humanité. Et donc, dans sa traduction de la Bible et du Coran, il traduit le nom miséricorde. Et il en donne l'étymologie. Et miséricorde, ça veut dire celui qui a accès à la matrice. On dit ce que ça veut dire avoir accès. Mais quand on est raélien, on sait qu'on peut être créé dans une machine. D'accord. On comprend que l'utérus est une machine biologique qui fait que l'ADN peut être redémarré. Justement, parce que tu parles de matrice, et quand tu parles de ça, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer le film Matrix. Mais c'est un film extrêmement intéressant. Et donc, je t'ai coupé. Et donc, la miséricorde, c'est de dire, on dit Dieu miséricorde, Elohim miséricorde, les créateurs sont capables de nous recréer scientifiquement. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, tous les prophètes ont toujours donné des points qui pouvaient être démystifiés, décodés scientifiquement, et qui, reliés les uns aux autres, amènent à l'époque où nous sommes aujourd'hui. Et donc, quand on va regarder le prophète, par exemple, des musulmans, qui est un prophète scientifique, quand on a Jésus, ou bien quand on a les Juifs qui vous expliquent qu'il y a l'escalier de Jacob, et qu'il y en a qui montent et qui peuvent rentrer, et d'autres qui montent mais qui ne peuvent pas rentrer, et on comprend que ceux qui peuvent rentrer là-haut, c'est Jésus et Raël. Et les Juifs savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer. D'accord. Ils le disent, mais ils ne l'explicitent pas. Quelque part, ils ne peuvent pas l'expliciter, parce qu'ils n'ont pas les données que nous avons. Ce qui fait que quand nous, on fait la démystification, moi, ça m'est souvent arrivé, les gens disent, mais comment vous avez étudié la Kabbale, mais vous ne pouvez pas en parler librement comme ça devant tout le monde. Parce que quand on lit les livres de Raël, ils sont écrits avec une simplicité biblique, angélique, mais en fait, c'est une relecture de la Kabbale accessible à tous, parce qu'on est dans l'époque scientifique d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent ce qui est dit, en fait, les livres, c'est trop simple, en fait, c'est trop simple, ça se résume en 120, 130 pages, alors qu'il n'en est rien, en fait. On se rend compte que chaque chapitre peut être sorti et puis être développé, et il y a une quantité d'informations folle.
Quand on lit les extraterrestres m'ont sur leur planète et les clés, tous Ouais. les mots sont pesés. Hmm. Quand on lit Accueillir les extraterrestres, qui explique qui est le père de Raël, Ouais. j'ai eu le grand honneur d'organiser la première émission radio Ouais. avec un journaliste respectueux, D'accord. Jacques Bourlet, qui est décédé aujourd'hui, et qui lui avait demandé qui est votre père. Ouais. C'était un vrai D'accord. journaliste, un homme d'intuition. Et Raël avait dit à l'époque, je ne peux pas parler de mon père. C'était avant 79. D'accord. Et je l'avais fait venir quelques fois pour des interviews en Belgique. Et Jacques Bourlet avait dit, je vous recontacterai le moment venu. Il sort le livre Accueillir les extraterrestres. Et pourquoi tu parles de 79? Parce que c'est là que C'est la date du livre. le troisième livre est sorti. Voilà. Et dans ce livre, qu'est-ce qui est annoncé du coup? Il est mis Accueillir les extraterrestres, la fin du monde par la guerre atomique est proche, ils viendront sauver les justes. Ouais. À l'époque, on était à 1% de survie, de chance de survie, et 99% D'accord. que la Terre pouvait périr dans des cataclysmes atomiques. Il y avait des démarrages intempestifs, les capacités informatiques étaient dérisoires. Alors là, C'était je très dangereux. t'arrête tout de suite par rapport à ça. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la philosophie raélienne ou autre, tu dis une phrase forte, hein, et puis cette phrase qui est dans ce troisième livre, est-ce que c'est pas un peu élitiste cette notion-là? Ils viendront sauver les justes. Alors, C'est ça, c'est une très très bonne question. quand même fort. Alors, ça, c'est une... nous sommes élitistes, mais il faut dire ce que ça veut dire être élitiste. Alors dis-nous. Et il y a un texte qui est un texte aussi que Yahvé a envoyé en 2009 au peuple d'Israël, en disant que c'était son dernier message. Alors Yahvé, c'est qui pour les Raéliens? Yahvé. Alors Yahvé, c'est le chef de l'équipe des scientifiques qui sont venus créer la vie sur la Terre. D'accord. Et c'est celui qu'on Et appelle avec toi, Adonai, on est en Jéhovah. plein dans la démystification, hein, parce que du coup, il y a tellement de termes hein, qui pourraient rentrer dans le tiroir du mysticisme. Donc... Je voudrais quand même qu'on parle de l'élitisme. Oui, alors parlons-en, allons-y. Parlons Parce de que l'élitisme. l'élitisme, c'est choisir. Nous, les Raéliens, nous sommes des élus. Alors, si on dit ça, il n'y a aucun mépris pour les autres. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont choisi. Quand on fait des élections, on choisit qui on veut élire. Et quand on aime une femme, un homme, on choisit l'élu de son cœur. Et ce n'est pas parce qu'on choisit quelqu'un avec qui on partage un lit, la vie, l'amour, des enfants, un ou deux enfants, plutôt un aujourd'hui, puisqu'il faut faire attention à ça, mais qu'on méprise les autres femmes ou les autres hommes. Quand le sionisme est spirituel, c'est merveilleux. Quand il n'est pas spirituel, le message qui était en 2009 dit que ça devient que pur racisme, c'est l'expression qui est écrite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réclamer du sionisme sans être spirituel. On ne peut pas éliminer un peuple qui est sur place, les Palestiniens, qui en parenthèse sont des Juifs d'origine, donc les gens sont des incultes quelque part là-bas, parce que beaucoup le savent. Hein. Alors ils sont incultes dans le sens qu'ils ne disent pas ce qu'ils cultivent, ce qui est assez inouï quelque part, parce que plus le temps passe, je suis raélien depuis 48 ans, et je me rends compte que ces données étaient là. Je me rends compte, comme beaucoup d'autres raéliens, mais si on creuse, on se dit, mais en fait les gens savent. Et ils font comme s'ils ne le savaient pas, pour des intérêts particulièrement mesquins et stupides. Ah ouais. Alors qu'ils sont le peuple qui a eu la capacité de choisir, qui a transmis au cours des millénaires cette prière que tous les jours ils font de dire on va accueillir le Mashiach. Donc c'est extraordinaire. Ils ont réussi à énerver tellement Yahvé que depuis 2015, la protection qui était accordée au peuple d'Israël a été retirée. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, tu dis beaucoup de choses. Hein. Le peuple juif, le fait d'accueillir le Mashiach, quand on parle du Mashiach, en fait, c'est le prophète, en fait, le Messie, quoi. Donc, on est dans ces temps. Et toi, tout à l'heure, tu disais que tu avais créé le mouvement raélien en Israël. C'est ça, hein? Oui. En quelle année? C'était il y a quelques jours, il y a 35 ans. Il y a 35 ans. C'était en 1989, le 19 mars. En 89, le mouvement raélien qui a été créé en Israël. Ouais. Alors, je ne vais pas dire pourquoi le mouvement raélien a été créé en Israël, puisque le mouvement raélien a été créé dans plus d'une soixantaine de pays, je crois. Oui, un au peu minimum. plus même. Hein, ouais. Mais quelle est la symbolique d'aller créer le mouvement raélien en Israël? Quel est le lien entre le mouvement raélien et Israël? Alors la symbolique est très forte. D'ailleurs, Israël, c'est marrant.
Raël. Oui, c'est la terre de celui qui apporte la lumière. Is comme island, c'est la terre. Mhm. Raël, celui qui apporte la lumière. C'est la D'accord. terre de celui qui apporte la lumière. Si Israël, qui est composé aujourd'hui de minimum 84 nations, c'est très tard, c'est trop tard, c'est Ouais. très très tard, disait OK, il y a une vague de paix qui s'étend sur la terre. Pourquoi? Parce que ce pays est relié aux autres pays par des gens des autres pays et qui vivent là. Il n'y a pas un Israélien qui n'a pas quelqu'un qu'il connaît dans le monde. Donc, qu'ils aient refusé d'accorder la construction de l'ambassade, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est Quand- de ça. Tu peux développer ça, par exemple? Quand j'étais On envoyé... crée le mouvement en Israël. Et pourquoi quand tu parles de la construction de Donc, l'ambassade? le mouvement a été créé en Israël. En parenthèse, ils ont fait plein de difficultés administratives, ce qui fait qu'il a fallu plusieurs années pour qu'après on aboutisse. Moi, D'accord. naïvement, j'avais cru qu'en se présentant, c'était bon, D'accord. puisqu'on avait déposé des documents, on avait fait ce qu'il fallait, mais ils ont fait des tas de problèmes derrière, mais parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître, en fait. D'accord. Mais cette mission a été menée à son terme par celui qui m'a suivi là. Et donc, quand je suis parti en Israël, Raël m'a dit... Moïse, le coup du berceau de Moïse, c'est une aimable histoire. Ouais. Moïse est né à la cour de Pharaon et il est le fruit de l'union d'un extraterrestre et d'une fille de Pharaon. C'est pour D'accord. ça qu'il était Donc, prince d'Égypte, ok. sinon c'était impossible. D'accord. Ok. 2, l'existence d'Israël ne se justifie que pour l'accueil des Élohim dans une ambassade, dans l'ambassade que nous devons leur construire. L'existence d'Israël ne se justifie que pour la... L'accueil des Élohim L'accueil dans des l'ambassade que nous devons construire D'accord. à Jérusalem, près de Jérusalem. Et 3, il m'avait dit, si on te demande si tu es juif, parce que moi je suis né Ouais. dans les milieux catholiques, j'ai compris que ma famille était juive, Ouais. etc. Mais bon, je n'étais pas comme ces juifs de tradition qui Ouais. ont dit toute leur vie, je vais accueillir le machar dans leur prière quotidienne. Hein, ce qui est Ouais. quand même fabuleux. Ah ouais, C'est tous les jours, tous les jours, tous les respect jours. pour ça, Ouais, hein, ouais. un immense respect. Et donc, elle m'avait dit, si on te demande si tu es juif, ils vont te demander si ta mère. J'ai une anecdote, si je pourrais la raconter, si je peux tout à l'heure, mais et donc c'est pas. La réponse c'est oui, parce que je reconnais les Élohim pour créateurs et que je sanctifie leur nom. Et tu pourras parler. Il me D'accord. dit ça avant de partir. Donc on part à une vingtaine en Israël. On vit quelques péripéties et à un moment donné, on a distribué énormément de tracts, de dépliants pour la conférence organisée à l'hôtel Migdal Knesset et tout ça. Mais il faut se situer. Hein. Vous arrivez en Israël. En Et là, 1989. vous annoncez dans les rues d'Israël, en Israël, voilà, Raël est le Messie que vous attendez, et nous sommes là pour construire cette ambassade. Tu n'en as pas encore parlé, mais c'est le C'est ce qu'on fameux, fait. le troisième temple, en fait, quoi. C'est ça. Tant annoncé. Et des journalistes viennent nous voir, hein, et je Ouais, montre ça le provoque symbole, une réaction, j'explique. ouais. Alors, en parenthèse, en Israël, ils n'avaient aucun problème avec le svastika, parce qu'il y avait des svastikas à En-Gedi, dans le Ouais. sud, il y en avait à Kfar Nahom. Donc là, tu parles du symbole, Le symbole hein, avec que le les Raéliens, symbole voilà. de De l'infini du ouais. temps. Et eux, beaucoup savaient ce que c'était. On a eu un problème, mais celui qui nous a fait un problème, c'était un juif français. D'accord. Mais sinon, ouais. ça n'aurait pas été compliqué. Mais en tout cas, vous êtes en Israël. Et donc, à un moment donné, on distribuait les tracts le jour du souvenir de la Shoah. On a respecté comme tout le monde, tout d'un coup l'heure sonne, et tout le monde s'arrête à l'endroit où il est. C'est la fameuse sirène là qui sonne. Oui, mais pour se souvenir, oui. Et D'accord. tout Israël s'arrête, 1 minute. Ouais. On est dans la rue, on s'arrête. Ça doit être quelque chose. Ça. Ça, c'était Ouais. on était avec nos tracts, bien sûr qu'on a respecté Ouais, la ouais. minute, Ouais, bien sûr. évidemment. Ouais. Mais donc, ça faisait parler de nous. Et on avait donc organisé la conférence à l'hôtel, Migdal Knesset, et donc le directeur m'appelle et il me dit, Philippe, on vient d'avoir un appel du Beth Din, donc du tribunal rabbinique, et il nous retire l'autorisation cachère si on laisse faire la conférence. Je ne doutais de rien, moi, à l'époque, hein, mais Ouais. encore pas aujourd'hui, mais là, pas du tout. Et je dis, ben, tiens, je croyais que j'étais dans un pays démocratique, moi. Je dis donc, là, on vous appelle et c'est fini, on ne peut plus s'exprimer. Et Israël, il y a une chose qui était surtout fantastique, surtout à cette époque-là, parce que c'est des choses, hélas, changé, mais pas dans le bon Ouais. sens. Ça va très très vite. Et le directeur était interloqué, parce qu'il sentait qu'on était très sûr, qu'on avait quelque chose à faire passer. Il avait vu Ouais. qu'on n'était pas comme tout le monde. Enfin, il dit, ben, tiens, je vais leur téléphoner.
Et devant moi, hein. Ouais. Il décroche son téléphone, tac, tac, tac. Et là, bon, ils font pas semblant, des trucs. Il a tout de suite le responsable. Et je dis, je suis prêt à aller le voir. Et il dit au responsable, le monsieur est prêt à aller le voir. Et il me dit, il veut bien vous recevoir. Très bien, il raccroche. Et je pars avec Shlomi Bitton et une troisième personne là. Et je tombe en fait devant un tribunal rabbinique. Alors là, tu fais quoi là? J'arrive, il y avait Shlomi à ma gauche, l'autre personne, moi-même, comme ça. Devant moi, il y avait le président du tribunal rabbinique, on était autour d'une table. Et puis il y avait deux rabbins. Et j'avais les livres qui n'étaient pas encore édités, ils étaient en manuscrit, en photocopie, avec moi. Et alors, le rabbin là me dit, est-ce que ta mère est juive? Je ne sais pas. Et je me tourne vers le président, parce que sinon ils n'allaient pas me laisser parler, et je leur dis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reconnais les Elohim pour créateurs, et je sanctifie leur nom. Et il a dit, il est juif, continuez. D'accord, ok. Donc Raël m'avait donné l'outil avant de partir. Alors quand on se demande ce que c'est qu'un prophète, certes c'est quelqu'un qui révèle, mais c'est quelqu'un qui a des informations et qui nous donne la capacité de les utiliser, j'allais dire, convenablement. Oui, bien sûr. Et donc on s'est mis à parler, et j'ai vécu un des moments les plus extraordinaires de ma vie, parce qu'ils étaient avec une ouverture que je n'attendais pas. Ils m'ont demandé, parce qu'ils ont compris que j'étais avec le Machiar. Ouais. Et on a donné les livres, on est reparti. Et le temps qu'on arrive à l'hôtel, le directeur avait reçu l'appel qu'on pouvait donner la conférence. D'accord, ok. Bon. Et ensuite, donc le mouvement raélien est créé en Israël. Plusieurs demandes il avait sont été faites, créé juste un peu avant. Ouais. En fait, il a été créé au mois de mars. Et D'accord. nous, on était là au mois de mai. D'accord. Et depuis, donc, vu qu'on est dans le volet Israël, depuis, il y a eu plusieurs demandes, j'imagine, pour la construction d'ambassades en Israël. Comme je l'ai rappelé récemment, il y en a eu 7. D'accord. Tu en as parlé, ça, dans le documentaire. Il y a eu un volet sur Israël dans le documentaire? Non, c'est parce que j'étais interrogé sur face à Hanouna, donc sur oui, là-dessus, C8. on t'a vu là-dessus. Et là, j'ai pu le dire. Mais ça, donc il y a eu 7 demandes au gouvernement israélien qui ont toutes été refusées pour l'instant. Ouais. Et puis, et depuis, je ne sais plus en quelle année ça s'est passé, il y a quelques années, en fait, l'ambassade, c'est cette structure qui pourra permettre l'accueil des Elohim. Il y a plus enfin, ça pourra être en Israël comme ailleurs, quoi. C'est plus limité au territoire d'Israël, quoi. C'est ça. Ouais. Tu as été interrogé donc, pendant toutes ces heures par les équipes de Netflix. Ensuite, tu as vu le doc. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels ils t'ont interrogé que tu as été un petit peu déçu que ça n'ait pas apparu, quoi? Alors, juste deux pas de recul sur Netflix. Quand Netflix s'est mis en relation avec nous, j'ai très vite compris qu'ils avaient besoin de faire... Ils avaient dit qu'ils feraient un documentaire. Si c'était un documentaire, ils n'allaient pas faire comment dirais-je, une présentation de notre religion. Bien sûr. Et ça m'arrêtait là. C'était l'historique. Donc tout ne serait pas rose. C'était une évidence. Et on a une vie commune de Raéliens. On a vécu, nous on sait ce que c'est que le paradis, les Raéliens. On ne se rend pas toujours très bien compte, mais on a vécu le paradis sur Terre. Avec notre Éden, les stages. On le voit, c'est dans la série. Ça, il le montre très bien. Et donc, par contre, le fait que il y avait certaines contestations à notre endroit et que j'ai pu faire des explications où franchement je m'y suis mis à fond, ça a créé des émotions avec l'équipe de Netflix qui était d'une intensité exceptionnelle. D'accord. Bon, mais Philippe, c'est bien que tu abordes ça, parce qu'en fait, dans la série, il y a quand même 2 épisodes qui sont assez sulfureux, quoi. Et on se rend compte, ce qui est fou, quand on voit tout ce qui est dit dans la série, c'est quand même, il faut en parler. En 50 ans d'existence, Raël n'a jamais été condamné une seule fois. Le mouvement raélien n'a jamais été condamné une seule fois. Qu'est-ce que... il faut rendre justice à... Parce certains sont déçus, mais les gens de Netflix le disent très clairement. Donc ça, pour nous, c'est un plus. Par contre, il y a des gens qui disent sur nous un peu n'importe quoi.
Et comme le dit notre excellent avocat, Maître Leclerc, on peut les attaquer, mais pour gagner, ça ne sera pas possible. Donc, il faut ne faire que les actions qui nous servent. Et ces personnes exagèrent tellement qu'elles sont quand même très, très peu crédibles. Alors, je voudrais t'interroger sur une chose, et puis on va conclure là-dessus. C'est dans le 2e ou 3e épisode, je ne sais plus, on voit ça tous, journaliste infiltrée, là, québécoise, là, je ne me rappelle plus son nom. Brigitte McCann. Brigitte McCann, voilà. Quand même, quoi. Dans le documentaire, elle parle d'esclavage sexuel, d'esclavagisme sexuel, je ne sais plus. Est-ce qu'on a le droit de discriminer comme ça, de diffamer comme ça sur la voie publique, sans que... Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été faites? On s'interroge là-dessus. Oui, mais non, on n'a pas le droit, on peut le dire, mais bon, elle le fait, mais bon, c'est un peu dérisoire. Et surtout, si elle était présente et qu'elle ne l'avait pas dénoncé, c'est elle la première coupable. Donc, on comprend que c'est une expression diffamatoire, mais ça ne nous concerne pas. Je pense que c'est plutôt son problème à elle. On le voit d'ailleurs, quoi. C'est pas... C'était pas brillant. En tout cas, on pourrait continuer longtemps. Hein. On pourrait continuer de longues minutes cette entrevue. On voit que tu as donné beaucoup d'éléments aux producteurs de cette série. On ne sait pas s'il y aura une 2e saison. On verra. En tout cas, les éléments sont là. On te remercie beaucoup. Et puis, c'était un vrai plaisir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet à ceux qui nous écoutent de voir un peu l'envers du décor et puis d'aller un peu plus loin de ces personnalités. Parce que vos visages, maintenant, sont connus dans le monde entier. Cette série est passée a été traduite en je ne sais pas combien 25 langues. Et donc je suis sûr que beaucoup auront plaisir à vous découvrir un peu plus. Et dans une émission comme celle-ci, sans coupage, sans montage, à brut, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci Philippe. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des Raéliens de Netflix. 1, 2